money for your whole involvement. Après qu'une famille ait décidé de fuir leur propre pays d'origine afin de s'installer aux États-Unis à la recherche d'une meilleure vie, ils vont être alors confrontés à l'un des crimes les plus sanglants de Miami. Mais le pire reste à venir lorsque la police va découvrir ce qu'il s'était passé sur la scène de crime. Découvrons ensemble la sombre histoire de José Amaya Guardado. José Amaya Guardado est né au Salvador de sa mère Lucia Guardado et de son père Santos Amaya. L'adolescent est le cadet d'une fratrie de 6 enfants et était décrit par ses parents comme étant un garçon sage, timide et n'ayant jamais eu de problème avec quiconque. En 2006, le Salvador avait connu plusieurs épisodes de meurtres ainsi que de violences provenant des gangs. Les parents de José décidèrent alors de quitter leur pays et de se rendre aux États-Unis, et ce afin d'avoir une meilleure vie. Dès son arrivée, le petit José va s'intégrer assez facilement dans cette nouvelle communauté. Au cours des années qui vont suivre, José aura aussi aucun mal à s'adapter au système éducatif, mais ce sera à l'entrée du lycée que les choses vont se compliquer. José, lui, voulait poursuivre une carrière dans la mécanique, mais par manque de moyens financiers, ses parents décident alors de l'inscrire au Homestead Job Corps, qui est tout simplement un programme d'éducation gratuit financé par le département du travail américain et qui permet aux jeunes défavorisés d'âgés d'entre 16 et 24 ans d'améliorer leur vie en leur permettant d'obtenir des certifications professionnelles, et ce en les enseignant des compétences dans le domaine de l'administration, de la fabrication et même de la construction. Et bien entendu, la finalité de ce programme a pour but de les aider à trouver un travail stable et à devenir indépendant. Le centre d'éducation où José est inscrit se situe à Miami-Dade, une petite zone boisée entourée de forêts. Le jeune adolescent vit dans le dortoir du centre d'éducation. En semaine, il suit ses cours comme les autres élèves, et le week-end, il se rend au marché avec ses parents afin de vendre des glaces. Et il faut dire qu'il avait une vie assez bien remplie pour un garçon de son âge. Au dortoir, José partageait sa chambre avec d'autres élèves et s'était petit à petit rapproché d'un certain Kahim Arbelo, un jeune qui avait été inséré de force dans ce programme d'éducation car il était suspecté d'être à la tête d'un trafic de stupéfiants dans son quartier. Kahim avait aussi d'autres amis dont Jonathan Lucas, Christian Colon, Joseph Michael Cabrera et sa petite amie Desiree Strickland, qui étaient tous malheureusement connus pour harceler les autres élèves du centre d'éducation. Vous l'aurez deviné, le groupe va rapidement remarquer que José était de nature timide et qu'il se laissait faire assez facilement. Ils vont alors commencer à l'harceler et lui réclamer de l'argent de façon quotidienne. Le 28 juillet 2015, José demande à l'administration du centre d'éducation s'il peut quitter les lieux juste temporairement afin de se rendre en ville pour acheter de la nourriture. L'administration accepte et José quitte alors son dortoir. Aux alentours de 18 h, les parents de José reçoivent un appel du centre d'éducation de leur fils. Ce dernier, après avoir quitté le centre, n'est plus jamais revenu dans son dortoir. Aussitôt, les parents de José comprennent alors que quelque chose d'anormal s'était passé et ils vont alors immédiatement signaler sa disparition à la police. Cependant, les policiers, eux, n'ont pas la possibilité de mener les recherches directement, puisqu'ils doivent attendre 72 heures avant de pouvoir le faire, soit environ 3 jours. Les parents de José, en apprenant cela, seront bouleversés. Ils décident tout de même de mener leurs propres recherches afin de retrouver leur fils. Car, ils le savent, les 48 heures suivant une disparition sont les plus cruciales. Durant 2 jours, la famille va mener des recherches effrénées afin de retrouver José. Ils parcourront plusieurs dizaines de kilomètres à pied sans aucune aide extérieure. Mais durant les 2 premiers jours, la famille ne va rien trouver. Le 3e jour, la famille de José décide alors de se rendre directement près du centre d'éducation afin de fouiller les alentours. Et c'est en fouillant les bois près du centre que le frère de José, Freddy Amaya Guardado, va alors faire une découverte terrifiante. Juste derrière le centre, Freddy remarque que la terre semblait avoir été brûlée. Il s'y approche alors minutieusement et remarque 2 jambes qui semblaient sortir de la terre. En les analysant de plus près, il va alors remarquer que les chaussettes que portaient ces jambes appartenaient à celui de son frère José. Les policiers vont finalement arriver sur place et sortir le corps de la terre. Celui-ci est à moitié décomposé et est
totalement méconnaissable. Le lendemain, une autopsie sera menée sur le corps retrouvé la veille et confirmera qu'il s'agissait là du corps de José. L'expertise médico-légale révélera que José avait été sauvagement agressé puis tué à l'aide d'un objet coupant. Le pauvre garçon avait aussi été violé. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il avait été enterré vivant, puisque des traces de fumée seront retrouvées dans ses poumons. La famille de José, en apprenant cela, seront dévastés. Ses parents, qui avaient quitté le Salvador exprès afin d'échapper à la violence, avaient à présent perdu leur fils dans les conditions les plus horribles. Entre-temps, les enquêteurs de Miami avaient déjà commencé leur enquête afin de retrouver les auteurs de ce crime macabre. Et il ne leur a pas fallu longtemps pour remonter jusqu'à la trace de Kahim et de ses amis. Le groupe sera interrogé séparément et ils découvriront qu'ils avaient prévu d'éliminer José 2 semaines auparavant. Ils avaient préalablement creusé un trou dans les bois derrière le centre d'éducation et avaient placé dans celui-ci une machette. Et la raison pour laquelle ils avaient décidé de passer à l'acte était due au fait que José devait 200 $ à Kahim. Le jour de la disparition, le groupe aurait tendu un piège à José en l'attirant dans les bois. De là, il aurait alors agressé puis frappé avec la machette qu'ils avaient cachée dans le trou. Puis, alors que le pauvre est toujours en vie, il décide alors de l'enterrer vivant. Puis ils vont y mettre le feu en brûlant leurs vêtements qui étaient tachés de sang. Après leur crime commis, le groupe de 5 amis décide alors de retourner au centre. Cependant, Kahim et Desiree décident de retourner dans la forêt, là où ils avaient enterré José. Et de là, ils vont alors avoir une relation sexuelle. Oui, exactement, vous l'avez bien entendu, juste au-dessus de là où était enterré José. Kahim, Jonathan et Christian seront les premiers à être arrêtés par la police. Ils confesseront leurs crimes sans broncher, mais Desiree de son côté semblait avoir un autre plan en tête. Puisqu'après son arrestation, cette dernière va se mettre à hurler sur les enquêteurs tout en pleurant. Voyant que son plan initial ne semble pas fonctionner, elle décide alors de passer au plan B, en prétextant qu'elle a de l'asthme et qu'elle pourrait mourir si elle n'est pas amenée à l'hôpital dans les minutes qui suivent. Elle essaiera même de briser ses menottes lorsqu'elle sera laissée seule dans la pièce. À la fin, elle donnera même un coup de boule au détective en charge de l'interroger. Tout cela, bien entendu, dans le but de ne pas passer aux aveux. Mais vous allez voir que toutes ces manigances ne feront qu'empirer son cas. Elle expliquera devant la cour qu'elle est innocente et qu'elle s'était un peu éloignée du groupe dans les bois afin de se changer les idées et avant même que l'attaque ne commence. Cependant, ses complices donneront une autre version des faits, comme quoi elle se serait plaint qu'ils avaient commencé sans elle. Finalement, Desiree sera condamnée pour meurtre au premier degré et pour avoir agressé un enquêteur. Elle plaidera non coupable et sera condamnée à la prison à vie. Kahim, de son côté, sera considéré comme étant le leader de ce groupe et aussi celui qui avait asséné les coups de machette pendant que les autres regardaient. Il sera condamné pour meurtre au premier degré et sera placé dans le couloir de la mort si les preuves sont suffisantes. Jonathan et Christian seront aussi condamnés à la prison à vie. Le dernier suspect, Joseph, passera lui aussi devant la cour. Comme il a été déterminé qu'il était moins impliqué dans cette affaire, la cour lui propose un accord de plaidoyer lui permettant d'être condamné à seulement 10 ans de prison s'il décide de témoigner contre ses complices. Cependant, il décide de refuser le deal et d'aller au trou avec ses amis. Il sera lui aussi condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable. Le procès jusqu'à aujourd'hui est toujours en cours, et ce afin de déterminer le niveau d'implication de chaque protagoniste. Very young, immature, it's a very unusual case. The evidence is questionable as to Ms. Strickland. Based on these children's ages, I think that they did exactly the right thing in this matter. S'il y a des mises à jour par rapport à cette affaire, je les mettrai directement dans la description de cette vidéo. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce cas? N'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Kensho. Ciao.